Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Sensation Yvelines, une émission réalisée au Sénat avec Philippe Esnol, sénateur des Yvelines. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Philippe Esnol, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes né le 2 avril 1954, vous venez donc de fêter vos 62 ans, vous êtes interprète de formation, vous baignez dans la politique depuis la fin des années 80, directeur de cabinet, attaché parlementaire, adjoint au maire, conseiller municipal, vous êtes un proche de Michel Rocard et de Jean-Paul Huchon, deux anciens maires de Conflans-Sainte-Honorine, avec lesquels vous avez collaboré, vous avez été également conseiller général des Yvelines entre 1998 et 2001, maire 2011, excusez-moi, maire de Conflans-Sainte-Honorine de 2001 cette fois-ci à 2014 et depuis 2011 vous êtes sénateur des Yvelines. Petite subtilité, au cours de votre carrière politique, vous avez quitté le Parti Socialiste pour rejoindre le PRG. Vous nous confierez pourquoi dans cette émission, votre vision également de la politique et puis on reviendra sur plusieurs thèmes d'actualité vous concernant. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides pour apprendre à connaître votre point de vue sur l'actualité, Nous sommes le 1er mai, puisque nous sommes dimanche 1er mai. Chaque année, les syndicats en profitent pour descendre dans la rue pour le traditionnel défilé de la fête du travail. Jugez-vous les syndicats encore suffisamment représentatifs des travailleurs en France aujourd'hui ? Non, franchement, non. J'ai d'ailleurs, depuis longtemps, jamais jugé vraiment représentatif. Et en particulier, la CGT et d'autres me paraissent complètement déconnectés de la réalité du travail et de ce qu'il faut faire ou pas faire aujourd'hui dans le pays. Mais ça, c'est pas une position que j'ai depuis quelques mois. Je l'ai depuis de nombreuses années déjà et que j'ai constaté au fur et à mesure que le temps passait. Se connecter à Facebook, c'est l'un des premiers gestes que 48% des 18-34 ans font le matin. Vous, Philippe Esnol, vous n'êtes pas très actif sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Ah non, je me suis débarrassé. Vous n'êtes plus actif ? Plus du tout. Je l'ai été un tout petit peu à un moment donné, quand j'étais maire encore d'ailleurs, je crois. Et puis j'ai arrêté complètement cette histoire-là parce que moi, ça m'intéresse pas de savoir où Tartemuche ou Zigoto va passer ses vacances ou qu'est-ce qu'il va manger comme gâteau pour son anniversaire. Donc Facebook n'a aucun intérêt de mon point de vue. Et puis quant à Twitter et autres réseaux sociaux, j'ai constaté dans mon expérience de maire que c'était beaucoup plus négatif qu'intéressant et que ça amenait des commentaires sur des décisions qui étaient prises parfois dans l'intérêt général de la ville, de commentaires complètement déconnectés de la réalité, qui venaient même de très très loin. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. La gauche ne me satisfait pas, une phrase prononcée par Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui a aussi lancé son mouvement politique récemment baptisé En Marche. Emmanuel Macron doit-il démissionner du gouvernement, vu sa position à lui ? Ah non, moi je trouve que la démarche d'Emmanuel Macron est très intéressante. Je trouve que c'est une personnalité aujourd'hui qui compte dans le paysage politique, comme on dit, et qui a des propositions et très très intéressantes. Après, savoir s'il doit démissionner ou rester au sein du gouvernement, ça le regarde et ça regarde le chef du gouvernement et le président de la République. D'après un sondage BVA, 83% des Français jugent notre système fiscal injuste. C'est un récent sondage. Partagez-vous ce point de vue ? Injuste peut-être, en tout cas, pas forcément bien équilibré. Jean-Marc Ayrault avait J'ai tendance à penser que les classes moyennes payent un peu trop d'impôts par rapport à ceux qui n'en payent pas d'un côté ou par rapport aux plus riches qui échappent par tous les moyens à peu près à l'impôt. Comme on l'a encore vu récemment dans des reportages plutôt bien faits à la télévision ou ailleurs, sur la famille Muliez par exemple. Donc là, il y a quelques inégalités qui mériteraient d'être corrigées, effectivement. Presque 50 candidats déclarés ou pressentis pour l'élection présidentielle en 2017. C'est une bonne nouvelle selon vous pour la démocratie ? Non. Bien, y voyez-vous une guerre d'ego avant tout ? Oui,
Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je suis plutôt. Moi, je pose la question. Non, oui, mais enfin, il y a un peu la réponse de votre question. Je suis d'accord. Ça n'a pas grand sens d'avoir autant de candidats à la présidence de la République. Déjà, il faut avoir un ego un peu surdimensionné pour se présenter soi-même à la présidence de la République. Après, se présenter à des primaires, c'est une démarche un petit peu différente, puisque là, pour le coup, c'est à l'intérieur de son propre camp, et qu'après, un ou une candidate est désignée, et à laquelle tout le monde se rallie. Mais se présenter directement soi-même à la présidence de la République, au nom de je ne sais quoi, c'est vrai qu'il faut avoir un ego un peu surdimensionné, je suis d'accord. 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl, 5 ans après celle de Fukushima, selon vous, la France peut-elle se passer du nucléaire aujourd'hui, ou doit-elle se passer du nucléaire ? Je ne crois pas, sincèrement, que la France puisse se passer du nucléaire aujourd'hui. Après, est-ce qu'elle devrait s'en passer ? Pourquoi pas ? Moi, depuis très très jeune, j'ai toujours été un petit peu sceptique, ou en tout cas inquiet par rapport au développement du nucléaire. Et en même temps, aujourd'hui, on est obligé de constater qu'on peut difficilement s'en passer. Si on doit le faire, il faut mettre les choses en place progressivement, de manière intelligente, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture entre ce que produit aujourd'hui, ce que procure l'énergie nucléaire pour notre pays, et puis un éventuel remplacement demain par des énergies propres, des énergies renouvelables, qui seraient sans doute plus intéressantes, mais tout ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et par un simple claquement de doigts. Une dernière question un peu plus légère. Pour 40% des Français, c'est un plaisir de cuisiner. C'est ce que révèle une étude Ipsos. Quel est le plat que vous cuisinez le mieux, vous ? Moi, le poulet rôti. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Premier thème de cet hebdo politique, Philippe Esnol, on va s'intéresser à vous et à votre parcours. On connaît généralement assez mal nos sénateurs et votre engagement politique a débuté à vous à la fin des années 80, début des années 90. Vous vous êtes finalement engagé assez tard. Est-ce que ça veut dire qu'avant la politique, ce n'était pas votre truc, votre passion à vous ? Si, je crois que vous étiez déjà intéressé par la chose ? Voilà, je crois que depuis très jeune, j'étais intéressé par ce sujet-là, mais j'en avais pas fait forcément ma vocation première ou mon intérêt. C'était pas une ambition étant jeune ? Pas forcément, voilà. C'est un peu le fruit du hasard qui m'a amené à m'engager en politique. Alors votre engagement a toujours été à gauche, au sein du Parti Socialiste, une fois que vous êtes engagé dans la vie politique. C'est une affaire de famille, c'est un choix personnel ? Comment s'est fait votre engagement ? Comment vous avez fait ce choix-là ? Je crois que c'est plus la rencontre avec Michel Rocard à l'époque qui a motivé l'engagement qu'une affaire de famille ou un choix personnel. Et j'étais plus en accord avec Michel Rocard et ce qu'il représentait au sein du Parti Socialiste qu'avec d'autres éléments au courant du Parti Socialiste, à commencer par Mitterrand, par exemple. Vous l'avez rencontré quand, Michel Rocard ? Je l'ai rencontré par hasard quand j'ai décidé de venir habiter à Conflans-Sainte-Honorine. Et du coup, c'est lui qui vous a poussé à vous engager ou alors vous y pensiez C'est pas forcément lui qui m'a poussé, mais le fait de le rencontrer à ce moment-là m'a dit que peut-être je pouvais jouer un petit rôle et avoir une activité qui pouvait rendre service dans ce domaine-là. Et vous avez commencé au sein du cabinet du maire de Plaisir. De Plaisir, oui, entre parce que 88 et 90. Oui, parce qu'à l'époque, Michel Rocard était pas encore Premier ministre, mais presque. Et donc, ils ont préféré tester mes compétences et mes capacités auprès du maire de Plaisir de l'époque. Et alors, le test a été réussi ? Jean Mouton, le test a été manifestement pas trop mal réussi à l'époque. Puisqu'ensuite, ils m'ont récupéré après comme directeur de cabinet du maire de Conflans, qui était effectivement Michel Rocard, qui était à ce moment-là Premier ministre. Jusqu'en 94. Ensuite, oui. Vous le suivez au Sénat. Oui. Michel Rocard, c'est votre véritable mentor politique. C'est lui qui vous a formé, si je puis dire. Oui, on peut dire ça, oui. Vous êtes encore en contact avec lui aujourd'hui ? Pas vous avez beaucoup, des contacts ? parce que aux dernières municipales, il s'est fait manipuler par des gens mal intentionnés et qui lui ont fait adopter des positions et dire des bêtises. Et donc, depuis, j'ai plus beaucoup de contacts. Donc, on parle des et puis, dernières comme tous municipales les gens qui ont été le valet d'un grand homme, j'ai une appréciation et un recul sur Michel Rocard que je préfère garder pour moi. Mais finalement, je pense que le seul qui avait le bon jugement sur Michel Rocard, c'était François Mitterrand. C'est-à-dire ? C'est pas une époque. Vous regarderez vous-même. Je regarderai sur Internet. Michel Rocard est également proche aujourd'hui de Manuel Valls, le Premier ministre actuel. Est-ce que ça fait de vous un soutien de Valls aujourd'hui ? Vous étiez dans son équipe de campagne en 2011 lors des primaires. Vous l'êtes toujours proche de Manuel Valls ? Non.
Là aussi, depuis mon départ du Parti Socialiste et depuis les municipales de 2014, j'ai pris beaucoup de champ et de recul vis-à-vis de tous ces gens-là. Oui, vous êtes éloigné du Parti Socialiste en octobre 2013 sur un tweet plus ou moins. C'est pas le tweet, c'était juste... C'est le tweet, en tout cas, c'est ce qui a manifesté votre envie de quitter le Parti Socialiste. Vous parliez alors d'un parti incapable de se faire élire localement et qui s'autorise à donner à tout le monde des leçons de morale empreintes de pathos sentimental et victimaire pour mieux servir leurs intérêts personnels. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Là, je dénonçais On était en octobre 2013, quelques mois avant les élections municipales. Je dénonçais la mainmise des apparatchiks du Parti Socialiste à l'époque sur le parti et sur la manière dont il était dirigé, en particulier dans les Yvelines, avec M. Hamon et autres sbires qui pouvaient l'entourer et qui continuent de l'entourer. Et puis, à ce moment-là, le premier secrétaire, c'était Harlem Désir, dont on a vu l'incompétence et l'incapacité. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est le parti qui tient, on va dire, toutes les sections et que finalement, le mouvement n'existe pas à travers ses adhérents, ses élus locaux. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'adhérents au Parti Socialiste, et même la qualité même des adhérents a baissé par rapport à ce que j'ai pu connaître, moi, il y a 30 ans. Aujourd'hui, la qualité même des adhérents, des débats, etc., dans les sections n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. C'est le parti qui chapeaute tout, le parti... c'est tenu par des apparatchiks qui n'ont jamais connu que ça, et franchement qui méprisent les élus pour la plupart du temps. Et donc, et en plus, c'est un parti dans lequel il y a une grande schizophrénie et un écart absolument permanent entre les gauchos et ceux qui se revendiquent d'une social-démocratie un peu moderne et progressiste. Donc, je vois pas comment ce parti peut continuer durablement à exister de cette manière-là. Quand vous voyez l'actualité aujourd'hui, les reproches que vous faisiez au Parti Socialiste finalement se confirment presque aujourd'hui. Alors tous, absolument tous. Une satisfaction dans le malheur de certains. Non, parce que ça m'est souvent arrivé de dénoncer ou de dire des choses un peu avant les autres, et à chaque fois j'en ai payé le prix fort. Donc, qui va être président en 2017 alors ? J'ai pas une grosse alors satisfaction là-dessus, simplement. Vous voyez l'avenir un petit peu ? Comment ? Non, je vous taquine en vous disant vous voyez l'avenir un petit peu. Oui. Qui va être président en 2017 alors ? Je pense en tout cas que pour les tenants du Parti Socialiste ou de la gauche un peu plus extrême, c'est très mal parti. Et que le risque, c'est qu'on se retrouve effectivement avec un deuxième 21 avril. Aujourd'hui, on est bien parti pour, oui. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le Parti Socialiste ? Vous n'avez plus de rapport avec le Parti Socialiste ? Vous avez encore des liens avec certains élus Oui, avec certains élus, en particulier dans les Yvelines, bien sûr. Parce que j'ai conservé des liens d'amitié avec des gens qui sont soit membres du Parti Socialiste, soit qui en sont proches. Certains n'en sont plus. Je pense par exemple au maire de Bonnières ou d'autres, mais certains l'ont été et n'en sont plus. Certains n'en sont pas éloignés, mais n'y sont pas non plus. Je pense au maire des Mureaux, etc., avec lesquels j'ai des liens assez proches, oui, effectivement. Avec les élus et les représentants du Parti Socialiste dans les Yvelines, il n'y a plus grand-chose. Hein. Justement, je voulais vous en parler, des élus yvelinois dans les Yvelines. Et vous disiez dans une interview... Vous disiez... oui, il n'y en a plus depuis 2015. J'avais jamais connu ça, moi. Vous disiez... Moi, a réussi un truc remarquable. Dans une récente interview à la presse locale, vous disiez c'est un parti, c'est une catastrophe, le Parti Socialiste dans les Yvelines. C'est donc normal que les gens ne votent pas pour ses candidats. Aujourd'hui, les têtes d'affiche, c'est Benoît Hamon, Sandrine Grand-Gambe. C'est une catastrophe. Ce qui veut dire que selon vous, ils sont nuisibles au parti ? Ils sont complètement nuisibles au Parti Socialiste, en tout cas dans les Yvelines, ça c'est évident. Il suffit d'ailleurs de regarder les résultats électoraux les uns derrière les autres. Depuis que Benoît Hamon est arrivé dans les Yvelines, c'est une bérésina d'élection en élection. C'est pas plutôt la... Et alors pour la droite, je vais vous dire, c'est un type qu'il faut conserver à tout prix. Parce que tant qu'il est dans les Yvelines, pour eux, alors c'est absolument... c'est royal, la voie est royale. Déjà, le positionnement politique, etc., de Benoît Hamon dans un département comme les Yvelines, c'est complètement décalé. Ce qui veut dire que c'est un des départements les plus conservateurs de France, sociologiquement parlant. Et vous avez là un représentant de la gauche quasiment extrême, c'est n'importe quoi. Il faudrait un petit Macron finalement dans les Yvelines ou un petit je sais pas s'il faudrait un petit Macron, un petit Valls, mais en tout cas ça passerait beaucoup mieux que le positionnement politique de Benoît Hamon. Benoît Hamon est quand même élu dans une circonscription particulière dans les Yvelines. Oui, il n'a pas choisi n'importe laquelle, ça c'est sûr. Pour vous, c'est ce qui vous a poussé d'ailleurs à vous engager auprès de Valérie Pécresse en décembre 2015. Cela, c'est carrément un grand saut, c'est-à-dire que... Oui, entre autres. De passer de la critique mais pas seulement, parce que... au soutien de l'équipe adverse. Oui, l'équipe adverse. Oui, l'équipe adverse, vous savez, moi,
l'équipe adverse, les gens qui nous ont fait perdre la mairie de Conflans, c'est Benoît Hamon, Jean-Paul Huchon et les traîtres Parce que Conflans est passé à droite. écolos, soi-disant écolos de Conflans. C'est la première fois donc depuis l'équipe adverse, si vous voulez, moi, 1977. ce sont les gens d'abord qui m'ont fait perdre la ville et qui ont foutu aux orties 30 ans de travail qui avait été fait avec Michel Rocard sur cette On commune. sent qu'il y a un peu de personnel du coup. Là, il y a c'est beaucoup critique. de comment dirais-je, de ressentiment à l'égard de ces gens-là qui font passer leurs intérêts personnels et leur carrière personnelle avant l'intérêt général et avant même l'intérêt politique des villes. Mais dans votre jugement aussi. Donc, du coup. dans mon jugement sur la région, c'est que les gens qui se présentaient dans les Yvelines, c'était les mêmes, c'était Madame Grandgand, Monsieur Hamon, etc., et qu'il était hors de question que je soutienne dans l'intérêt premier du département et des Yvelinois ces gens-là pour diriger la région. On parlait d'une région du coup. Et par ailleurs, le programme de je la connais région. un petit peu Valérie Pécresse, c'est quelqu'un que je respecte, c'est une femme de conviction, c'est une femme qui a des engagements sur le terrain, qui fait ce qu'elle dit et je pense qu'il sera un plus pour la région Île-de-France, dont le bilan, avec Jean-Paul Huchon pendant 3 mandats à sa tête, était catastrophique pour notre territoire. Voilà ce qui a motivé mon engagement aux côtés de Valérie Ce qui veut dire que Pécresse. pour vous, le programme de Valérie Pécresse des Républicains était meilleur que celui de Claude Bartolone du Parti Mais Claude Socialiste. Bartolone, il s'est présenté en dernier ressort pour éviter la guéguerre entre Jean-Paul Huchon et Madame, j'ai oublié son nom d'ailleurs. C'était sa première Oui, adjointe. dont j'ai oublié le nom, dont on se moque complètement, sans y croire vraiment, en ayant une fin de campagne catastrophique, en disant que Valérie Pécresse s'occupait de la race blanche, etc. Donc franchement, Claude Bartolone, il est toujours président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Bon, voilà, il est très très bien à ce poste-là, et je préfère que Valérie Pécresse s'occupe, elle, pleinement, puisqu'elle a démissionné de son poste de députée, pour le coup, de la région Île-de-France. Au moins, on a quelqu'un qui s'occupe à 100% de la région. Est-ce que vous allez vous engager un jour à droite ou c'est possible? Non, je ne crois pas. Vous savez, moi, aujourd'hui... Vous restez un homme de gauche? Vous l'avez vraiment de rappelé gauche tout à l'heure, j'ai déjà 62 ans, donc moi, ma carrière, elle est quand même... On dit souvent qu'en vieillissant, on a tendance Oui, on dit ça, mais à changer de bord. moi, je me sens... Vous savez, aujourd'hui, les partis politiques et la droite et la gauche, je m'en fous complètement. Ça n'a plus aucun sens dans la Vous tête des faites gens. partie de... Ce qui compte, ce sont les individus et ce qu'ils font. Hein, si vous m'expliquez qu'aujourd'hui, M. Hamon est quelqu'un de gauche, ça me fait rigoler. Hein, donc, Il n'est pas de droite. moi, non plus. non, mais les valeurs de gauche, ces gens-là les ont bafouées. Pendant des années, ils ont bafoué et ils continuent de bafouer les valeurs de gauche. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens et ce qu'ils font, les engagements qu'ils prennent, s'ils les respectent, ce qu'ils font concrètement pour améliorer la situation et la vie des gens. Donc de gauche, de droite, tout ça n'a préfère pas quelqu'un grande d'honnête importance. Ce qui et compte, qui ce sont applique. les individus et ce qu'ils font de leurs mandats électifs. Vous êtes sénateur depuis 2011 et vous appartenez au groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Alors, à part les passionnés du Sénat, je pense que personne ne connaît le RDSE, excusez-moi. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de ce groupe? Ça va pas leur C'est faire- classé à ça va gauche. pas leur faire plaisir. C'est un Ça va groupe, pas leur faire c'est pas un plaisir. parti politique, c'est un groupe politique. C'est un groupe qui est un rassemblement qui est classé, on va dire, au centre-gauche. Puisqu'il y a à la fois des membres du PRG, mais il y a C'est un peu le penchant du PRG au Sénat, on peut le dire grossièrement. grossièrement, parce que on a quand même Robert Hue, on a un républicain, Gilbert Barbier, on a des gens qui sont socialistes aussi. On a et aussi des gens qui sont non inscrits comme Jean-Noël Guérini, pardon, et d'autres. Donc, vous voyez que c'est un rassemblement assez éclectique. Vous êtes combien au sein du RD? Une petite vingtaine maintenant. Philippe Esnol, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour parler de votre mandat de sénateur, justement. Merci. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Philippe Esnol, sénateur des Yvelines et membre du groupe Rassemblement démocratique et social européen au Sénat. Un mot justement sur le Sénat, cette chambre souvent moquée, souvent décriée et pointée du doigt pour être la chambre de vieux élus et assez opaque. Je le disais tout à l'heure, on connaît très mal ces sénateurs, même si on les élit pas directement. Cette image-là, ces clichés, c'est quelque chose que vous combattez ou finalement vous comprenez un peu? Oui, je comprends l'image telle que vous la... Elle est justifiée d'ailleurs ou pas? Elle n'est pas justifiée parce qu'aujourd'hui, je pense que la moyenne d'âge des sénateurs est à peu près la même que celle des députés. Alors en 2014, c'était 66 ans pour les sénateurs. Ah, c'est plus le cas. C'est plus le cas, bas, ça c'est plus a bas. baissé. Avec les renouvellements qu'il y a eu et la parité, etc., c'est plus bas. Et
heureusement, du coup, ça C'était fait bien et ça change un peu. C'était nécessaire. Voilà, moi-même, d'ailleurs, j'ai été élu sénateur avant d'avoir 60 ans. Non, par contre, c'est une chambre qui travaille et qui travaille plutôt bien, d'une manière générale, sur l'aspect législatif. Les travaux du Sénat sont reconnus comme étant plutôt meilleurs que ceux de l'Assemblée nationale. Justement, on va faire un peu de pédagogie. À quoi sert aujourd'hui concrètement le Sénat? Quel est son rôle dans les institutions françaises? Puisque Il sert surtout à fabriquer la loi, à participer à la fabrication. avec l'Assemblée nationale. Bien sûr, à l'élaboration de la loi. Et donc, le rôle est important dans la mesure où les sénateurs, moins que les députés, sont soumis à la pression du suffrage universel. Et du coup, ça permet d'avoir un peu plus de recul, un peu plus de distance, un peu plus de temps parfois aussi, pour mieux travailler les textes de loi, pour apporter les amendements qui vont bien, et pour faire en sorte que la loi qui est votée à l'arrivée soit plus complète et mieux élaborée qu'elle ne l'était dans sa proposition initiale. Je crois que c'est pas mauvais. Vous travaillez bien, vous le dites, mais ça manque un peu peut-être de mise en avant. Parfois, vous-même, vous n'avez pas de site internet personnel. Est-ce que ça manque un peu de pédagogie entre les sénateurs et les Français, même si, encore une fois, on n'élit pas directement ces sénateurs? Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu plus de lien entre ne sont pas les... On connaît bien son député, généralement. Ouais. On connaît beaucoup moins son sénateur, qui a quand même de l'importance, vous le dites vous-même. Ouais. Vous êtes sûr qu'on connaît bien son député? Interrogé à Conflans, je pense qu'ils connaissent mieux leurs sénateurs que leurs députés à Conflans. Alors peut-être à Conflans, mais généralement, je pense que je ne prends pas de risque pour dire qu'en globalité, on connaît un peu plus son député que son sénateur. Oui. Mais c'est vrai que comme les électeurs sont les grands électeurs, on a plus... Les grands électeurs, on rappelle ce que c'est les conseillers généraux, départementaux et conseillers municipaux. Donc on a plus tendance à communiquer, à être en lien évidemment avec les élus et avec les grands électeurs qu'avec les électeurs du suffrage universel. Quand on est sénateur, c'est assez naturel. Et en même temps, je pense que les médias ont aussi un travail à faire pour réhabiliter ou arrêter de dénigrer le Parlement et mettre en avant aussi ce qui est fait de positif à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, plutôt que tout le temps de montrer en exemple les parlementaires qui font les imbéciles et qui caricaturent la vie parlementaire. Ça aussi, c'est une responsabilité des médias. Souvent, d'ailleurs, quand on parle du Sénat dans les médias, c'est sur ce débat qui revient souvent. Faut-il, par exemple, supprimer le Sénat? Ça serait une bêtise, selon vous? Après, moi, je pense que dans toutes les grandes démocraties aujourd'hui, il y a le bicamérisme, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres grandes démocraties, en Allemagne ou ailleurs. Il y a le bicamérisme et je pense que c'est plutôt une bonne chose, à condition que les institutions permettent d'avoir une vraie efficacité législative et réglementaire du Parlement. J'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, on a un petit problème institutionnel en France et que le Parlement ne peut pas suffisamment jouer son rôle, en particulier le Sénat d'ailleurs, mais l'Assemblée aussi. Aujourd'hui, on est soi-disant dans un régime parlementaire en France, alors qu'en réalité, 95% des pouvoirs sont au niveau du président de la République et du gouvernement. Contrairement aux États-Unis qui sont en régime présidentiel, mais où le Sénat et le Parlement ont une vraie capacité de blocage sur le président des États-Unis. Vous voyez un peu ce que... Plus de pouvoir pour le Parlement, moins pour le président, du coup. Mais bien sûr. Et pourtant, vous êtes pour le retour du septennat qui, selon vous, donnerait plus on va dire d'importance au président de la République. Non, le septennat ne donnerait pas plus d'importance au président de la République. Il permettrait simplement d'avoir un président qui n'est pas en permanence en tête l'idée d'être élu une seconde fois. Donc vous êtes pour un septennat unique? Un septennat unique, c'est une proposition de notre groupe. Vous avez fait récemment. Qui me paraît très très bonne, mais en même temps avec un rééquilibrage des institutions au profit du Parlement et que le Parlement puisse vraiment jouer son rôle. Aujourd'hui, quoi qu'il se passe réellement au Sénat, quelle que soit la qualité du travail, des documents, etc., des textes qui sont proposés, si l'Assemblée n'en veut pas, ou si le gouvernement en particulier n'en veut pas, tout ça ne sert à rien. Et l'Assemblée nationale, comme vous le savez, elle est complètement au service du gouvernement, à telle enseigne que si jamais un certain nombre de députés ne sont pas d'accord, le gouvernement propose le 49.3 et l'affaire est réglée. Donc je pense que là, il y a un petit problème institutionnel qu'il faudrait quand même améliorer. Dans la proposition de loi, excusez-moi, justement, sur ce septennat, vous dites également que le président, aujourd'hui, avec ce quinquennat qui a été voté par référendum en l'an 2000, est trop exposé, que ce soit médiatiquement et politiquement. C'est le fait d'aligner les élections présidentielles sur les élections législatives qui pose problème aussi? Non, je pense pas, moi, que ce soit le fait d'aligner, parce que
En même temps, je pense que la cohabitation est un très très mauvais système. Donc, que le président fraîchement élu dispose ensuite d'une majorité c'est une bonne chose. Gouverner, ben oui, parce que sinon, il ne peut pas mettre en œuvre la politique pour laquelle il a été élu. Donc, ça n'a pas de sens non plus. Mais en même temps, je pense qu'au plan institutionnel, il faut rééquilibrer les pouvoirs entre le Parlement, le législatif et l'exécutif. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre en France qui fait que c'est l'exécutif qui a 90% du pouvoir. Et quand je dis l'exécutif, si vous voulez que j'aille au fond de ma pensée, c'est les énarques. Parce que 90 ou 95% des textes qui sont proposés aujourd'hui au Parlement pour être votés sont élaborés par des gens qui ont tous fait la même école, quels que soient les ministères ou les gouvernements successifs. Donc là, je pense qu'on a un petit problème de fond en France qu'il faudrait quand même améliorer. Et cette proposition de loi sur le septennat, est-ce que vous pensez concrètement qu'elle pourrait passer ? Parce que j'ai lu la proposition de loi, c'est pour la prochaine élection présidentielle, donc c'est pour dans un an. Alors, dans un an, je pense qu'elle n'aura pas le temps de passer, même si je pense que beaucoup de nos collègues peuvent être d'accord avec cette proposition sur le fond. Je ne pense pas sincèrement qu'elle ait le temps d'être votée et appliquée d'ici la prochaine élection présidentielle. Pourquoi pas pour celle d'après ? En tant que sénateur, vous étiez censé retourner à Versailles pour vous prononcer sur une modification de la Constitution concernant notamment la déchéance de nationalité. Finalement, le président de la République a décidé il y a quelques semaines de faire marche arrière et de mettre un terme à ce débat. C'est une bonne nouvelle pour vous ou alors c'est regrettable C'est surtout, comment dirais-je, un loupé absolument incroyable de l'exécutif. Le loupé, il commence quand ? Il commence après le 13 novembre en annonçant cette mesure ou le loupé, c'est de ne pas avoir été au bout ? À la limite, non, parce que je pense que quand il annonce cette mesure, tout le monde est sur le coup de l'émission des attentats qui viennent de se produire, et que tout le monde est d'accord en plus avec ce que propose le président de la République. Vous l'étiez Mais bien sûr. Vous l'étiez encore au mois de février quand il a annoncé qui refusait, enfin qui reculait sur cette modification de la Constitution ? Non, mais là où les choses ont complètement dérapé, c'est à l'Assemblée nationale, quand l'Assemblée, pour faire plaisir à quelques frondeurs ou à quelques individus qui s'émouvaient de la soi-disant stigmatisation des binationaux, etc., ce qui n'a pour moi aucun sens, ont décidé de changer le texte initial et de l'appliquer après à tous les Français. Là n'avait aucun sens. On ne va pas s'amuser à fabriquer des apatrides. Donc moi j'étais complètement d'accord avec ce qui a été ensuite rétabli au Sénat, qui est revenu sur le texte initial du président de la République. Et en plus, j'étais d'autant plus d'accord que pourquoi faire une différence entre les binationaux ? Aujourd'hui, vous avez des binationaux en France qui sont déchus de la nationalité. Aujourd'hui, vous en avez. La loi le permet, donc oui, ça ne servait à rien forcément de le rendre constitutionnel. La loi le permet pour ceux qui ont pris la nationalité française ou qui ont opté. Mais elle ne le permet pas pour ceux qui sont binationaux au titre du fait qu'ils sont nés sur le territoire. Mais pourquoi faire une différence entre les binationaux ? Donc pour vous, c'était plus d'égalité. Vous avez les vrais binationaux, ceux qui sont nés sur le territoire, et les semi-binationaux, ceux qui ont simplement pris la nationalité. Donc alors ceux-là, on peut les déchoir, mais pas les autres. Vous dites que c'était plus d'égalité finalement, ce texte ? Bien sûr. Ça mettait tous les binationaux au même niveau. Mais être binational, moi je considère que c'est une chance, c'est pas une stigmatisation. Moi j'aimerais bien être binational américain ou australien. Américain ou australien ? Non mais je prends cet exemple-là. Mais, ou norvégien, ou espagnol. Des pays que j'aime beaucoup, ou italien. Mais bien sûr. Mais est-ce que vous croyez que moi, ma soeur kinésithérapeute, parce que j'ai été opéré... Il y a peu de terroristes qui viennent quand même d'Italie, est-ce que vous croyez que mon kiné, qui est franco-portugais, il se sentait visé par la déchéance de nationalité ? Vous croyez ça ? Absolument pas du tout. Franchement, c'est pas une préoccupation. Ça ne concernait que les terroristes. Vous auriez voté pour si vous auriez dû aller au Congrès. Bien sûr, à condition que ça ne concerne que les binationaux. On n'allait pas s'amuser à appliquer ça à des gens qui sont que français. Vous en faites quoi ? Une fois que vous les avez déchus de la nationalité française, ils sont apatrides. Vous en faites quoi ? Vous les mettez où ? Dans la mer ? Ça n'avait pas de sens ce truc-là. C'est complètement débile. Philippe Esnol, vous êtes aussi connu pour être un défenseur de la laïcité. Vous avez porté un projet de loi au Sénat pour insérer dans la Constitution les principes fondamentaux de la loi de 1905 portant sur la séparation de l'Église et de l'État. Un projet rejeté finalement en première lecture au Sénat. Vous estimez aujourd'hui que le principe de la laïcité est menacé en France ?
je pense que il est non seulement menacé, mais il est mis à mal par certaines communautés qui effectivement s'en prennent aux valeurs de laïcité au quotidien, tous les jours. Vous parlez de qui concrètement ? Concrètement, je pense à certaines communautés, et en particulier à l'islam radical, dont la poussée sur l'ensemble de notre territoire est une évidence. Vous pensez qu'on ne veut pas l'avoir aujourd'hui ? Je pense pas qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui ne veut pas l'avoir, parce qu'avec ce qui s'est passé et les éléments d'information qu'on a sur le sujet, je ne pense pas qu'il y ait un responsable politique sérieux qui ne veuille pas l'avoir. Pourtant, votre proposition de loi a été rejetée au Sénat. Pourquoi alors ? Mais parce que vous avez toute une partie des parlementaires qui soit font du clientélisme catholique, entre guillemets, pour ne pas froisser une certaine partie de l'électorat, soit du clientélisme musulman ou autre, pour là aussi ne pas froisser une certaine partie de l'électorat. Et qui ne veulent pas... il y a beaucoup d'élus qui font ça. C'est un vrai problème aujourd'hui dans la vie politique française. C'est-à-dire que les citoyens ne le savent pas forcément, mais en tout cas dans le milieu politique, on le sait ça. Tout le monde le sait, oui. Bien sûr. Ça touche beaucoup de gens, principalement la gauche. Qui sont donnés pour qu'on n'enquiquine pas les filles qui portent la burqa, etc. En tout cas, ça fasse pas trop de bruit, etc. Tout le monde le sait. Quand vous étiez maire de Conflans, on vous a fait passer des conseils. Ah non, mais moi à Conflans, j'étais pas en situation d'avoir autant de radicaux que ça. Donc le problème n'était pas aussi aigu que ça dans notre ville. Et puis moi, alors me faire passer ce genre de consignes, là, il pouvait toujours se lever de bonne heure pour me faire passer ce genre de consignes. Quand vous dites qu'il y a de la connivence entre certains élus et le communautarisme religieux, ça concerne principalement la gauche ? Selon vous, je pense que ça concerne pas seulement la gauche, ça peut aussi concerner la droite dans certains endroits. Et ça peut concerner des communautés religieuses différentes. Parce que vous avez des intégristes. Il ne s'agit pas de stigmatiser les musulmans. Vous avez aussi des intégristes catholiques ou chrétiens, ou juifs ou protestants, etc. Vous aviez une affaire, je crois, à Conflans sur ce sujet d'ailleurs. Avec une protestante intégriste. Ouais. Il s'était passé quoi ? Il s'était passé que la fille était chef de service et elle faisait au quotidien, avec les employés de son service, du prosélytisme religieux protestant. Et donc, avec mes cadres, on avait considéré que c'était quand même pas acceptable, parce qu'il y avait eu quelques plaintes, évidemment, et que, du coup, il fallait arrêter ça, et on l'avait simplement changé de service, sans lui retirer rien du tout sur son grade, ni sur son salaire, etc. Mais ça m'a valu des torrents d'injures et d'insultes sur les réseaux sociaux à l'époque. Après les attentats de... J'étais quelqu'un qui voulait éradiquer le protestantisme et un tueur ce qui me faisait quand même beaucoup sourire, sachant que sur mes 4 enfants, j'en ai 2 qui sont protestants. Après les attentats de janvier 2015, dans une interview au Point, vous aviez déclaré « Avez-vous déjà fait un tour sur le marché à Mantes-la-Jolie ? C'est l'Arabie Saoudite. » Est-ce que, de la part d'un sénateur, c'est pas un peu malvenu ce genre de propos qui sont, on va le dire clairement, faux ? On n'est pas en Arabie Saoudite à Mantes-la-Jolie. Si vous le dites alors, c'est que vous avez raison. Non, mais venant d'un sénateur, est-ce que vous regrettez ces propos ou... Je regrette d'avoir cité cet exemple-là parce que ça m'avait été rapporté quelques jours avant par quelqu'un de proche, parce que ça a, dirais-je, beaucoup froissé mes amis élus de ces communes-là, que j'estime beaucoup par ailleurs, et qui font beaucoup de choses dans ce secteur. Et voilà, du coup, je regrette d'avoir froissé les gens et d'avoir, peut-être... Mais pas forcément d'avoir décrit une situation, alors. Vous regrettez de l'avoir dit, mais pas forcément je sais sur pas, la forme et pas sur le fond. Vous y allez souvent là-bas au marché ? À Mantes-la-Jolie, pas souvent. Vous devriez y aller. Mais c'est la première fois, en tout cas, qu'on dit que c'est l'Arabie Saoudite. Une dernière question. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez également, comme Patrick Kanner, ministre des Sports, qu'il y a une centaine de Molenbeek en France, de quartiers comme Molenbeek ? Écoutez, je pense que si quelqu'un comme Patrick Kanner a le courage de dire ça, il est ministre, c'est quelqu'un de responsable, d'assez mesuré en général dans ses propos, contrairement à moi, d'après ce que vous venez de dire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, je vous demandais... Vous venez me faire le reproche d'avoir qualifié le marché de Mantes-la-Jolie. En plus, je pense que s'il dit ça, c'est qu'il a ses raisons de le dire et qu'il est bien informé. Donc, c'est pour savoir est-ce que vous partagez ce point de vue aussi ? Oui, j'ai tendance à le partager, oui. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz.
C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Philippe Esnol d'y avoir participé. Je rappelle que vous êtes sénateur des Yvelines, membre du groupe Rassemblement démocratique et social européen. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. L'hebdo politique sur Sensation.